Bonjour à tous, un nouveau numéro du 18h à savoir exceptionnel où on va parler beaucoup de Mars, de la surface de Mars, avec l'un de ceux qui travaillent au quotidien sur l'exploration de la surface martienne. Il s'agit de Nicolas Mangold. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes géologue, professeur, chercheur au laboratoire de planétologie et de géodynamique de Nantes, rattaché à l'Université de Nantes et au CNRS. Vous êtes l'un de ceux qui travaillaient au quotidien donc, sur les missions martiennes, les robots, notamment Curiosity, qui explorent le sol de Mars au quotidien. On va essayer de comprendre avec vous comment tout ça fonctionne. Tout d'abord, vous êtes à la base géologue. Un géologue, ça explore notre sol terrestre. C'est ça. Le sol terrestre, pour les géologues, mais les géologues martiens, entre guillemets, explorent le sol de Mars. À la fois les structures de relief, la composition des roches, leur agencement, l'évolution géologique de Mars, la présence de volcans, la présence de lacs, de rivières. Et vous faites partie de ceux qui ont voulu prendre un peu de distance. Vous, c'est en thèse, c'est ça que vous avez commencé à vous intéresser à d'autres planètes. Pourquoi Mars ? Pourquoi Mars ? Alors, il y a différents objectifs dans ce qu'on appelle la planétologie, c'est-à-dire toutes les différentes planètes, la façon d'étudier les planètes. Mars a un intérêt parce c'est la planète la plus proche, ouais. Elle est accessible, il y a beaucoup de données. Donc on essaie de comprendre cette planète avec toutes ces observations-là. Et aussi parce que Mars est un petit peu la cousine de la Terre. On voit des structures qui ressemblent un petit peu à ce qu'on voit sur Terre. Donc, il y a aussi tout un imaginaire sur Mars qui ont permis aussi de financer des missions, parce que ça coûte extrêmement cher, ces missions. Oui, c'est vrai, les missions coûtent cher. Alors l'imaginaire martien, des petits hommes verts et des martiens, ça on en est bien loin maintenant. Ouais. Par contre, on continue de penser que Mars a pu héberger la vie, au moins sous la forme de bactéries. Alors c'est tout petit des bactéries, mais de savoir que d'autres planètes peuvent héberger la vie, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important pour l'être humain, parce qu'on ne sait toujours pas pourquoi nous, on est là sur Terre, pourquoi la vie s'est formée sur Terre. Donc d'aller voir Mars, c'est aussi d'essayer de comprendre qu'est-ce qui nous est arrivé sur Terre, comment la vie est apparue. Vous avez commencé à travailler avec des données qu'on va qualifier de préhistoriques aujourd'hui, mais qui sont les données de la sonde Viking. C'était une sonde américaine, c'est ça ? C'est ça, oui. Quand envoyait Viking comme données Alors, Viking est une des premières sondes. Il y a eu Mariner en 72, puis Viking en 76. C'est les premières sondes qui ont carté la surface de Mars, qui ont permis d'établir sa géographie. Des photographies, c'est ça ? Des photos, des images, donc prises de l'orbite. Mais Viking a aussi eu deux atterrisseurs qui se sont posés, qui ont donné les premières images au sol. D'accord. Alors à l'époque, les gens étaient très déçus parce que c'était un désert qu'on voyait, mais en même temps, c'est un désert assez familier et ça pourrait être tourné dans le Sahara sur Terre. Donc c'est un désert quand même très intéressant parce qu'il ressemble un peu à la Terre. Mais par contre, c'était un désert vierge de vie. À l'époque, on espérait encore trouver des choses très intéressantes à ce niveau-là. Alors ensuite, les autres générations, on va le voir en images, c'était des sondes beaucoup plus perfectionnées, avec des images orbitales, mais de meilleure qualité, des images couleurs, et puis surtout les premiers rovers qu'on a vu atterrir sur Alors Mars. effectivement, il y a eu deux générations. D'abord, dans les années 90 et début des années 2000, on a eu des orbiteurs. L'Europe a eu un orbiteur qui s'appelle Mars Express, qui marche toujours depuis 12 ans. Et cet orbiteur a permis de déterminer, par exemple, la composition de la surface de Mars. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas avant. En faisant comment ? Alors, c'est une caméra également, mais c'est une caméra qui ne voit pas que dans le visible, c'est-à-dire dans les couleurs que nous, on voit avec nos yeux. C'est une caméra qui permet d'aller voir dans d'autres bandes spectrales. L'infrarouge. Voilà, exactement. Ouais. On va dans l'infrarouge et on voit la minéralogie des sols. Et ça, en tant que géologue, vous arrivez à dire, ça, il y a du fer dedans, il y a du calcaire. Alors voilà, ça nous permet de dire quelle est la composition des roches. Alors, beaucoup de roches sur Mars sont basaltiques, c'est-à-dire comme des roches volcaniques qu'on pourrait trouver en Islande ou à Hawaï, donc ou même dans le Massif central. La lave qui refroidit, c'est ça qui la lave qui refroidit. Ouais. Par contre, les découvertes essentielles qui ont été faites, c'est que cette lave, par endroits, elle est altérée, c'est-à-dire que l'eau l'a traversée et qu'on a des minéraux hydratés qui en résultent. On les appelle des argiles, tout simplement. L'argile, ça indique la présence d'eau à un moment ou un autre. Voilà. Ouais. Alors, en termes scientifiques, on appelle ça, nous, des phyllosilicates. D'accord. C'est un terme un peu compliqué, mais on peut traduire ça sous forme d'argile. Et on a d'autres minéraux, comme les sulfates, qui sont des sels qui présentent du soufre, qui se sont aussi formés grâce à des roches qui ont été altérées par de l'eau. Ouais. Donc ça nous a montré que l'eau a joué un rôle très important à la surface de Mars. Ouais, là, on voit en image un peu tout l'historique des différents rovers. C'était une aventure fabuleuse. C'est mis en scène par la NASA à travers ces vidéos. Vous les avez vécus, ces moments-là, alors plus récemment, mais il y a effectivement un enthousiasme communicatif
Alors oui, ça c'est les premiers. Alors le premier rover qui est arrivé à la surface de Mars, et les premiers atterrisseurs. Ouais. En 2004 notamment, il y a eu 2 rovers qui s'appellent Spirit et Opportunity. D'ailleurs, Opportunity marche toujours et a fonctionné 42 km à la surface. Ce qu'on vient de voir à l'instant, c'est l'atterrisseur Phoenix, qui s'est posé dans les régions polaires. Alors lui, il était vraiment intéressant parce qu'il s'est posé dans une région d'habitude inaccessible, très proche du pôle. Il n'a pas duré longtemps parce qu'on sait qu'en hiver, il fait trop froid pour que le rover survive. Il fait jusqu'à moins 130 degrés quand même. Oui, ça fait vraiment froid. Mais le rover a permis de gratter la surface et a vu de la glace à quelques centimètres. Et ça, c'était important parce que... Il a vu de la glace, oui, exactement. Avec ses caméras. Ouais. A vu de la glace et a analysé cette glace. Et on sait que c'est de la glace d'eau. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on a des données orbitales qui montraient qu'à ces latitudes-là, près du pôle, on avait de la glace d'eau proche de la surface. Et donc le rover... On a eu la preuve qu'il y avait de l'eau sur Mars. Ça. Ce qui a donné lieu à tous les fantasmes, de l'eau, donc de la vie. C'est la grande question aujourd'hui. Oui, alors de l'eau, là en l'occurrence sous forme de glace, et pour l'instant aujourd'hui sur Mars, on l'a essentiellement sous forme de glace. Alors récemment, il y a quelques mois, on a entendu parler d'eau liquide. C'est les images qu'on voit C'est exactement ces images-là. Est-ce que cette petite eau liquide, alors ce qu'on voit, c'est des résidus liés à des écoulements. C'est ça, on voit des écoulements. En fait, quand on a perçu ces écoulements sur les images, on s'est dit, voilà, on revient un an plus tard, l'écoulement n'a pas la même longueur, donc l'eau coule. C'est pas aussi simple que ça. Non, parce qu'un écoulement granulaire, c'est-à-dire juste avec des grains secs, peuvent former ce type d'écoulement. Ce qu'on appelle de la saumure, ça peut être simplement... Alors voilà, ce qui est différent, c'est que l'analyse orbitale a montré la présence de sels, et la déduction peut dire que les sels ont besoin d'eau liquide pour se former. Ouais. Voilà. Après, c'est une déduction indirecte, et cette théorie est quand même... pour le moins secouée dans la communauté, elle n'est pas encore admise. Mais on peut admettre qu'à certains moments, l'eau se liquéfie et coule pendant un moment assez court. Voilà, c'est l'interprétation qui en est faite, ce qui permettrait de dire que oui, il y a de l'eau actuellement sur Mars, pas seulement sous forme de glace, mais localement sous forme d'eau liquide, et il se trouve que ce sont des pentes qui sont effectivement qui sont exposées au soleil au début du printemps, et auxquelles il peut faire jusqu'à 0 degré ou proche de 0 degré. Donc c'est possible. Voilà. Alors, on se souvient tous de nos cours de géographie physique au collège ou au lycée, sur la formation des reliefs notamment. Quand on voit des montagnes, quand on voit des vallées, ça a forcément été travaillé par l'eau. Et quand on voit, vous, en tant que géologue, le relief de Mars, est-ce qu'on fait forcément une correspondance avec le relief, je ne sais pas, de la vallée du Rhône Alors, oui, non, en fait, c'est délicat. Il faut faire attention de ne pas interpréter toujours au premier ordre ce qu'on voit sur la Terre. Et bien essayer de comprendre les processus qu'on voit à la surface de Mars, qui sont martiens, c'est-à-dire qui sont faits dans des conditions différentes de ce qu'on a sur Terre. Ouais, parce que le relief qu'on voit là, par exemple, il y a effectivement des trous de cratères, alors on imagine que c'est des météores. Les cratères sont des grands météores, et par endroits, ces cratères montent des sédiments, comme ceux qu'on voit actuellement, et également des rivières qui se jettent dans certains cratères, et qui suggèrent que l'eau a été liquide, pas seulement quelques minutes sur des flancs de certains cratères, mais vraiment de manière pérenne, en formant des lacs. Et le récent rover Curiosity, qui est encore actif, a montré qu'il y avait effectivement des dépôts reliés à un lac. Donc ça suggère que le climat était différent. On ne sait pas à quel point il était différent, mais il a dû être différent pour expliquer toutes ces formes de relief et tous ces sédiments qui contiennent tous des minéraux hydratés, donc qui ont vu l'exposition de l'eau, l'altération par l'eau des roches martiennes. Donc on sait que le climat était un peu différent, et on sait qu'aujourd'hui, peut-être localement, il y a un peu d'eau liquide, mais que ce climat est quand même très très froid. On l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs outils. Il y a un des outils majeurs, c'est Curiosity aujourd'hui, sur lequel vous avez beaucoup travaillé, vous continuez à travailler vous-même et puis vos collaborateurs. Je pense notamment à Stéphane Lemouelik, qui travaille beaucoup sur l'interprétation des images, c'est ça, envoyées par Curiosity. C'est quoi la technologie sur laquelle vous avez travaillé sur Curiosity, l'instrument sur lequel vous avez travaillé? Alors, sur Curiosity, on a la chance d'être associé à un instrument qui se trouve sur le mât, là, tout là-haut, ce qu'on voit à l'image, et qui va tirer au laser sur les roches. Alors pourquoi tirer au laser? Ça peut paraître un petit jeu de Star Wars à la surface de Mars. En fait, le laser est tellement puissant qu'il va chauffer la roche à 10 000 degrés. Et la roche à 10 000 degrés, c'est ce qu'on appelle un plasma. C'est-à-dire c'est un peu la surface du Soleil. Et du coup, ça dégage des photons, c'est-à-dire de la lumière. Des radiations. C'est des photons. Des photons. Et cette lumière, en fait, va être analysée par des spectromètres à bord du rover qui vont permettre de déterminer la composition de la roche, les éléments chimiques de la roche. S'il y a du fer, beaucoup, pas, de la silice. Chaque élément renvoie une lumière différente, une longueur d'onde différente. Renvoyer une longueur d'onde différente qui va être analysée par spectromètre. Et grâce à ça, on va connaître la composition des roches. Et ça nous intéresse en tant que géologue, parce qu'on s'intéresse au relief pour comprendre les reliefs, mais aussi à la composition des roches. Et ces roches, selon que ce soit juste du basalte ou des roches
un petit peu différentes, un peu comme le granit, ou des roches avec des minéraux hydratés, comme les argiles, ça nous parle. Ça nous raconte un petit peu l'histoire de ces roches et l'histoire de l'endroit où on a atterri à la surface de Mars. Ouais. Une question toute bête, mais quand on donne à la NASA des instruments comme ceux-là, avec autant de technologie dedans, comment ça se passe la collaboration entre vous, Français, qui est plutôt rattaché au CNES, ou à l'ESA, au-delà, c'est-à-dire l'Agence spatiale européenne? Comment se passe cette collaboration? Alors effectivement, c'est assez complexe. Ça a été géré par nos collègues toulousains, en particulier Sylvestre Maurice, qui est spécialiste de ce genre d'instrumentation, qui travaille avec le CNES, qui est juste à côté. C'est assez complexe dans le sens où l'instrument il est franco-américain. Il y a une partie de l'instrument, les spectromètres, qui sont américains. Le laser et la partie optique, elle, est française. Donc c'est une collaboration qui dure à peu près une dizaine d'années entre le moment où on décide de faire un instrument, on teste la faisabilité et la construction, il y a à peu près une décennie. Donc ça vous donne un peu l'ordre de grandeur. Ouais. Et il y a environ 80 personnes qui ont travaillé sur la conception, sur l'instrumentation et à différents niveaux. Ça vous oblige toujours à être régulièrement aux États-Unis pour travailler Alors, effectivement, avec les équipes. C'est le cas, mais actuellement, on est aux États-Unis plus pour travailler sur le fonctionnement du rover Curiosity, pour le faire avancer, et pour utiliser notre instrument pour comprendre les données qui sont accessibles avec le rover. Parce que vous faites partie de ceux qui déterminaient au jour le jour le trajet du robot Curiosity. Vous faites partie des géologues qui choisissaient les centres d'intérêt sur Mars pour... Voilà, c'est ça. Alors, je ne peux pas vous dire qu'on a le joystick, parce que ça ne se passe pas tout à fait comme ça, mais un petit peu, on discute de ce qu'on a envie de faire et des objectifs scientifiques prioritaires, en comparant les images orbitales et puis les images qu'on a en sol, comme celles qu'on voit là, superbe image de sol. On voit des strates géologiques, quand on a des strates qui nous causent, qui nous donnent un intérêt à aller les voir, à aller les analyser. On va se rapprocher de ces strates et on va les analyser avec tous les instruments, y compris ChemCam, donc c'est un instrument laser. Et si par exemple, là, on se dit en voyant cette image, je veux aller au pied de la montagne là-bas, il faut combien de temps? Alors cette montagne là-bas, c'est le bord du cratère. Donc on a atterri dans un cratère qui s'appelle Gale Crater, qui fait 150 km de large. Et donc la montagne était à 30 km. Donc c'est absolument impossible d'aller jusque là-bas simplement. C'est impossible de faire 30 km. On va le faire peut-être au bout de la mission. Pour l'instant, on en a fait 12. Et on s'est rapproché des zones d'intérêt prioritaires qui ont été définies au début de la mission, qui sont des zones où on a des minéraux hydratés. Donc ces argiles, ces sulfates dont je parlais tout à l'heure, c'est les zones qui nous intéressent le plus. On s'en rapproche, on en a déjà un petit peu analysé, et on va continuer dans cette direction. Par contre, on peut se dévier à gauche, à droite, en fonction de ce qu'on voit. Et c'est ça qui est intéressant de faire, c'est d'aller regarder pour essayer d'avoir une compréhension continue des strates qui nous entourent. Alors, Curiosity, c'est bien, c'est super. Même, il y a un autre robot qui va être lancé prochainement par l'Agence spatiale européenne, en 2018, peut-être 2020, on ne sait pas trop. Ce robot, vous avez travaillé aussi dessus, ce rover, vous avez travaillé aussi effectivement, dessus. à Nantes, on travaille... C'est la mission ExoMars. Voilà, c'est la mission ExoMars. Donc, on travaille sur les deux aspects d'ExoMars, c'est-à-dire l'orbiteur et le rover. L'orbiteur, c'est la sonde qui est partie il y a quelques jours, début mars, 14 mars, qui va avoir plusieurs instruments, dont un imageur. Et cet imageur va compléter un petit peu la vision qu'on a de la surface de Mars, c'est-à-dire une caméra qui va prendre des photos, qui va prendre des photos en couleur et qui va reconstituer la topographie grâce à ces images. C'est-à-dire c'est des images stéréoscopiques. C'est ce qu'on appelle les images stéréo. C'est un peu comme on utilise deux yeux pour reconstituer le relief. Voilà. Ça permettra d'avoir la 3D à la surface, qui n'est pas toujours le cas à la surface de Mars pour l'instant. On l'a à une grosse échelle, une échelle très, très large, mais on va l'avoir à une échelle de quelques mètres partout. Donc ça, c'est un intérêt. Et cette sonde va être plus destinée à regarder la présence, l'activité actuelle de la surface, donc les petites traces d'écoulement qu'on a vues tout à l'heure. Le dégazage de méthane, c'est un des objectifs. Donc il y a des instruments qui vont regarder l'atmosphère pour comprendre. Nous l'imageur, il va regarder l'atmosphère. Ce qu'on voit là à l'image, c'est le robot. C'est le rover qui, lui, va partir en 2018, si tout va bien. Et ça, en tant que géologue, j'imagine que ça vous intéresse, un forage là dans... Voilà, alors la petite nouveauté du rover, c'est qu'il y a un petit forage qui va permettre de descendre à quelques dizaines de centimètres sous le niveau de la surface. Ça nous intéresse parce que vous savez, la surface de Mars est toute rouge. Elle est pleine de poussière, elle est oxydée. Ce n'est pas les terrains les plus intéressants. Les terrains les plus intéressants, c'est quand on dégage la poussière, qu'on analyse la roche fraîche. Et ça va être possible avec ce petit carottage. D'accord. Bon, j'imagine que vous serez au moment du décollage en 2018 ou 2020 aux premières loges. Ce sera lancé aux États-Unis? Alors non, en 2018, avec le rover ExoMars, ça va être lancé en Russie, comme ça a été le cas avec l'orbiteur. Et en 2020, ça sera le prochain rover à la NASA dans lequel on est aussi impliqué, qui lui sera envoyé des États-Unis, on ne sait pas encore de quel lancement, probablement en Floride. Merci beaucoup, Nicolas Mangold, d'avoir participé à cette émission. À très bientôt et on se reverra donc pour les résultats de cette prochaine mission ExoMars. À bientôt. Très bien, merci.
Merci, au revoir.